La pensée bourgeoise dit toujours au peuple « Croyez-moi sur parole, ce que je vous annonce est vrai. Tous les penseurs que je nourris ont travaillé pour vous. Vous n'êtes pas en état de repenser toutes leurs difficultés, de repasser par tous leurs chemins. Mais vous pouvez croire les résultats de ces hommes désintéressés et purs, de ces hommes marqués d'un grand signe, de ces hommes qui détiennent, à l'écart des hommes du commun pour qui ils travaillent, les secrets de la vérité et de la justice. » La plupart des téléspectateurs souhaitent que les informations leur soient exposées non par toujours le même présentateur, mais par des spécialistes des différents problèmes internationaux, économiques, sociaux, judiciaires, parlementaires. C'est pourquoi le présentateur sera transformé en une sorte de meneur de jeu qui devra s'effacer pour laisser la place soit aux images, soit aux meilleurs spécialistes d'une question. J'espère, je crois, que les téléspectateurs de bonne foi, c'est-à-dire presque tous, reconnaîtront que cette nouvelle formule, qui supprime les commentaires pour laisser parler seulement les images ou les faits, ou alors des dialogues, marquera un progrès vers l'objectivité et la dépolitisation. Voulez-vous dire par là, monsieur Le rêve d'Alain Perfit est devenu réalité. Ce spécialiste qu'il décrit, garant de l'objectivité et de la dépolitisation de l'information, est aujourd'hui l'invité permanent des plateaux de télévision, des émissions de radio et des colonnes de journaux. On l'appelle l'expert. Économiste, sociologue, politologue, intellectuel, ces titres universitaires donnent à ses affirmations le brillant de la science. Mais le cénacle des experts est très restreint. Tous médias confondus, ils sont à peine une trentaine. D'une émission à l'autre, ils se croisent, se remplacent, se retrouvent, se succèdent, pour répondre à toutes les questions que les journalistes aimeraient que nous nous posions. Alors avec nous ce soir, un économiste expert français qui connaît bien ces problèmes. Vous publiez à la main qu'un... Qu'est-ce qu'on peut dire, Christian, de 2008 ? Bon, d'abord, que c'est intéressant. On est un peu décroché sur les jeunes et sur les gens de plus de 50 ans. Monsieur Lorenzi. La question est claire, nette. Jean-Henri Lorenzi. Sur le diagnostic, je suis stupéfait qu'on puisse ne pas être d'accord. Nicolas Bavray, est-ce que j'ai envie de poser la première question? Aussi Nicolas Bavray, historien et économiste. Et enfin, Jacques Attali, président de Planète Finance. Donc, bonjour Jacques Attali, il est 17h47. Je pense vraiment qu'il faut replacer tout ça dans le contexte de l'évolution mondiale. Alors, où on décide. À vos côtés, Elie Cohen, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de recherche au CNRS. Est économiste, directeur de recherche au CNRS, vous enseignez à Sciences Po. Enfin, Michel Godet est professeur d'économie au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Arrêtons-nous un peu sur l'un de ces experts. Pas plus intelligent que les autres, mais pas moins non plus. Pas plus connu, mais pas moins non plus. Comme les autres, il est invité plusieurs fois par mois à donner son avis d'un talk-show à une matinale radiophonique, en passant par une tribune dans un grand quotidien. Cet expert ordinaire s'appelle Michel Godet. Et sans vraiment s'en apercevoir, les Français ont tous un peu grandi avec lui. Dans un monde qui change, il faut changer aussi les règles du jeu. Et c'est un facteur de crise. Si on veut essayer de continuer avec nos règles du jeu social, nos conventions collectives, nos habitudes, nos petites habitudes, entre guillemets, dans ce monde qui a changé, il faut accepter éventuellement de reconsidérer qu'on sera libre le mercredi, mais qu'il faudra peut-être travailler le samedi. On veut rentrer dans l'avenir avec des conventions collectives qui ont été écrites en 1945, voire en 1909, quand il s'agit du statut des cheminots. Donc je crois que dans ce monde qui change, il faut aussi changer nos règlements. Ce qui compte, c'est le nombre d'heures travaillées au long de sa vie. Et par combien de personnes? C'est la quantité de travail. Bon, or en France, si on continue à avoir si peu de gens qui travaillent moins qu'ailleurs, on cumule tout et qui partent plus tôt, le compte n'y est pas. Et dans la plupart des autres pays, les pays où le taux de chômage est plus faible qu'en France, c'est des pays où il y a plus de gens au boulot et où les gens travaillent plus longtemps. Comme je l'ai dit, moi, dans mon jargon simple, c'est pas en ramant moins qu'on avance plus vite. Il faut travailler plus tôt, il faut travailler plus tard, à temps partiel, et un peu plus de souplesse et de pluralisme dans tout ça. C'est un système monolithique, tout le monde marche au pas, et je crois que c'est ça qu'il faut casser. Ouais. Donc on n'a pas assez de gens au boulot, notamment parmi les jeunes et les plus anciens qu'on met à la casse, et en plus chez nous, ils ne travaillent pas assez. C'est l'activité qui crée l'emploi.
Au fil des ans, cette détermination infatigable à répéter aux Français qu'il faut travailler plus a surtout permis à notre expert ordinaire de gagner plus. Son omniprésence médiatique lui a apporté une publicité suffisante qui lui permet aujourd'hui de facturer généreusement ses conférences auprès des entreprises et des institutions. On m'a présenté de façon un petit peu, comment dirais-je, à la fois élogieuse mais aussi inquiétante. Faisons l'hypothèse d'une conférence par mois, soit 78 000 € par an. Si l'on ajoute son salaire de professeur au Conservatoire national des arts et métiers, environ 48 000 €, sa rémunération en tant qu'administrateur de la multinationale Bongrain, aux alentours de 25 000 €, Michel Godet gagnerait donc environ 150 000 € par an. Bravo Michel. 150 000 €, soit l'équivalent de 10 années de SMIC. J'ai laissé un PDF de ma présentation, comme on dit. Un SMIC qui pour Michel Godet reste pourtant trop élevé. Pour vous, Michel Godet, il faudrait oser envisager quoi, un abaissement du niveau du SMIC ? Vous comprenez, la logique est simple. Comme on ne veut pas s'attaquer aux relations privilégiées avec les partenaires sociaux, on ne veut donc pas poser la question du SMIC, qui malheureusement, dans une économie ouverte, comme on l'est, et le sera de plus en plus, est un véritable fossoyeur de l'emploi, puisque le prix international du travail non qualifié, comme on dit chez les spécialistes, ne peut que baisser. Oui, l'objectif des entreprises... Michel Godet est tout à fait représentatif de cette trentaine d'experts omniprésents dans l'espace médiatique. Comme lui, en effet, presque tous siègent au conseil d'administration de grandes entreprises, collaborent avec des banques, conseillent des fonds spéculatifs. Pourtant, ce ne sont jamais ces fonctions-là qui sont mises en avant. Lorsqu'ils sont invités dans les médias, c'est sous leur titre universitaire que les journalistes les présentent. La question, c'est pourquoi les grands médias font-ils le silence sur ces collusions que j'ai appelées les liaisons dangereuses entre un certain nombre d'économistes qu'on invite systématiquement et les milieux d'affaires. Les citoyens, les auditeurs, les téléspectateurs regarderaient tout autrement un brillant économiste universitaire s'ils savaient que cet économiste est largement rétribué par les banques, les compagnies d'assurance et les sociétés privées, comme administrateur, c'est-à-dire au centre de la gestion de ces entreprises. Elie Cohen, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de recherche au CNRS, professeur d'économie. Dominique de Villepin, la semaine dernière, enfin cette semaine, a demandé... Je ne vois pas comment on peut prétendre aujourd'hui rester intellectuellement indépendant quand on est totalement inséré dans des réseaux de milieux d'affaires. Aujourd'hui, on considère que si un expert est à la fois membre de l'Agence de la sécurité des aliments et membre du conseil d'administration d'une grande entreprise agroalimentaire, il y a conflit d'intérêts. Et je crois que tout le monde est prêt à admettre ce point de vue. Eh bien, je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas, dans le cas d'économistes rémunérés par des banques, des assurances ou des grandes entreprises pour faire grandir les intérêts, les bénéfices de ces sociétés, pourquoi on ne parlerait pas de conflit d'intérêts ? Jean-Hervé Lorenzi, qui est professeur à Paris-Dauphine. Ces gens-là nous disent, nous restons totalement indépendants intellectuellement, mais nous ne pouvons pas les croire. S'il est difficile, en effet, de croire à la neutralité de ces experts, il est en revanche relativement facile de deviner où ils dînent le dernier mercredi de chaque mois. Autrement dit, leur fonction est très concrètement de promouvoir, y compris dans les grands médias, dont ils sont pratiquement exclusivement les invités, la pensée unique économique qui est celle du capitalisme dominant. C'est ainsi que depuis une trentaine d'années, devant les Français, un débat passionnant s'est engagé entre ceux qui sont convaincus des vertus du marché et ceux qui sont convaincus des vertus du marché. Je me réjouis en tout cas de voir renaître l'idée d'entreprise, de profit, de marché, enfin à la main quand on parle avec des accents qui me bouleversent. Enfin. Oui. Ah bon, donc vous trouvez c'est bon ça ? C'est excellent. Et ça n'existait pas de votre temps ? Bah ça existait, le marché a toujours existé. Mais je veux dire... Mais il valait mieux pas s'en vanter. Ah, il valait mieux pas s'en vanter. Maintenant on peut s'en vanter. Bah... oui. Alors,